Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour cette dernière partie sur ce chapitre de probabilité où nous allons parler variables aléatoires et loi de probabilité. Alors une loi de probabilité discrète ici, on va voir ce que ça signifie, telle que par exemple la loi binomiale, la loi hypergéométrique ou d'autres types de lois discrètes, mais nous n'allons pas parler de loi binomiale par exemple ici. Nous allons parler de généralité sur la notion de loi de probabilité. Donc, nous attendrons le prochain chapitre pour décrire des lois qui correspondent à des cas particuliers, comme la binomiale, l'hypergéométrique, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que ça signifie, cette problématique de loi de probabilité? Nous avons une expérience aléatoire qui conduit à un univers oméga de résultats possibles, et nous allons envisager plusieurs choses à partir de là. La première étant que oméga va être dit partitionné, c'est-à-dire qu'on va définir des événements qui remplissent oméga. C'est-à-dire que si vous tentez votre expérience aléatoire, vous allez tomber dans l'événement A, ou dans l'événement B, ou dans l'événement C, ou dans l'événement D. Alors j'ai décidé ici de partitionner oméga en 4 événements, mais bien entendu, on aurait pu le faire en 2, ou 3, ou 5, ou 10, peu importe le nombre. Alors déjà, donc on a cette particularité de vouloir partitionner oméga. À la limite, oméga peut être dit partitionné en chacune de ses issues également. Mais bon, admettons qu'on ait des événements qui nous intéressent en particulier. Donc ça peut être par exemple, si vous lancez 2 dés, soit événement A, vous obtenez un double, soit événement B, vous obtenez 2 résultats impairs mais pas égaux, événement C, ainsi de suite. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est fondamental ici, c'est qu'à chaque événement, on va décider d'associer une valeur, qu'on peut appeler aussi un gain, classiquement. Donc par exemple, je décide que si je tombe sur A, je gagne 8 points, ou 8 euros, ou peu importe. Si je tombe sur B, j'en gagne 5. Si je tombe sur C, j'en gagne 2. Et si je tombe sur D, j'en gagne 0. Donc c'est une liste de valeurs qui est a priori parfaitement arbitraire, et qui est indissociable de la liste d'événements ABCD. Une liste de valeurs, en mathématiques, ça s'appelle une variable. Donc je la nomme grand X, j'appelle ça la variable, et ça sera par exemple mon gain. Mais bien entendu, je ne sais pas à l'avance si je vais tomber sur A, B, C ou D en tentant l'expérience. A, B, C et D ont des événements qui ont leur probabilité, donc 8, 5, 2 et 0 sont des valeurs qui ont leur probabilité. Donc cette variable a la particularité d'être une variable aléatoire. Donc là, on a défini, si vous voulez, d'une manière très empirique, la notion de variable aléatoire en probabilité. Alors jusqu'ici, rien de nouveau, puisque il suffit d'être capable de calculer les probabilités de A, B, C, D pour calculer la probabilité de 8, 5, 2 et 0. Sauf que, dernière chose qu'on va ajouter, on va définir donc une loi de probabilité de X, et surtout, on va se dire que ce jeu, on va vouloir y jouer plusieurs fois de suite. Ou alors, on va envisager un certain nombre de joueurs qui chacun vont jouer une fois. Alors là, si on veut envisager ce genre de cas de figure, on a besoin de décrire ce qu'est la loi de probabilité de X. D'une manière brute, la loi de probabilité de X, c'est le fait d'être capable de donner pour chaque valeur de X la probabilité de cette valeur. Et donc de mettre en face à face les différentes valeurs et les probabilités des événements correspondants. Mais si on écrit les choses de cette façon, on se rend compte qu'on a une équivalence avec ce qui a été fait en statistique à une variable. En statistique, on a pu observer différentes valeurs d'une variable avec, non pas des probabilités en dessous, mais des fréquences qu'on avait notées F indice I, qui pouvaient être données facilement en pourcentage. Donc par exemple, on a observé que 8 est tombé dans 10% des cas, 5 dans 20%, 2 dans 10% et 0 dans 60%. J'ai pris mes pourcentages pour que le total fasse bien 100%. Donc c'est ce qui a pu être observé, et ce qui a été observé peut être ensuite décrit statistiquement. Les probabilités ne correspondent pas à ce qui a pu être observé. Elles correspondent à des prévisions. Mais que l'on parle du passé ou du futur, pour les mathématiques, ça ne change pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on va pouvoir appliquer des formules qui étaient vraies en statistique et qui resteront applicables donc en probabilité.
Et on va découvrir assez rapidement dans le cours ou n'importe quel livre une formule de ce qu'on appelle en probabilité l'espérance, qui est la somme des PI xi. Alors si on revient sur les statistiques, que donnait la somme des FI xi? Eh bien, si vous revenez sur un cours de statistiques, vous allez vous rendre compte que ça donne la moyenne de x. Somme des FI xi. Donc ça veut dire quoi? Que notre espérance, E de x ici, eh bien, c'est pas une moyenne obtenue, c'est une moyenne espérée, puisqu'on parle en prévision, en probabilité. Donc, on a une définition de la moyenne théoriquement attendue, l'espérance mathématique de x. Et puis, on pouvait calculer aussi une variance et un écart type en statistique, donc on ne se privera pas de le faire en probabilité. La variance de x, par définition, en statistique, c'est la somme des FI xi carré moins x bar au carré. Donc ici, je traduis avec une nouvelle notation, somme des PI xi carré moins E de x au carré. C'est-à-dire E de x carré, donc la moyenne des x carrés, ce qui est le but de cette somme-là, moins E de x, le tout au carré. Et ces deux termes-là ne sont pas équivalents, donc le fait de soustraire l'un à l'autre ne donne pas 0 à l'arrivée, mais donne ce qu'on appelle une variance. C'est vrai en statistique, ça le sera également en probabilité. Alors bien entendu, la présentation ici en une petite diapo est suffisamment succincte pour qu'elle ne soit pas extrêmement claire. C'est-à-dire que viennent faire finalement ces deux paramètres qui viennent des statistiques en probabilité. Qu'est-ce qu'ils signifient? Donc on va réfléchir un petit peu à ces notions-là avant d'attaquer des exercices qui seront pour nous les exercices 31 et 32 qu'on retrouvera dans quelques diapos. Alors regardons un petit peu ce qui peut se passer si ce type d'expérience aléatoire est tenté plusieurs fois de suite et comment viennent être interprétées l'espérance et la variance dans tout ça. Donc insistons d'abord sur la signification d'une probabilité. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un événement ait, par exemple, 30% de chances de se produire? La probabilité de l'événement A est de 0,3. Si je m'en tiens à la première phrase, dire qu'un événement A a une probabilité de 0,3, c'est dire qu'il a 30% de chances de se produire lorsqu'une expérience va être conduite une fois. Eh bien, ça ne me dit pas grand-chose. Si vous avez 30% de chances de gagner à un jeu, et que vous voulez essayer de jouer une fois, eh bien, ça ne va pas forcément vous faire reculer ou vous faire tenter de ce jeu. D'accord? Ce 30%, s'il était égal à 40% ou à 20%, il ne changerait pas, peut-être pas beaucoup, notre décision de jouer ou pas. En tout cas, ça dépend peut-être d'autres paramètres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 30% de chance de se produire? Eh bien, si on veut jouer une fois, pas grand-chose. Les probabilités ne sont pas très utiles si on veut essayer quelque chose peu de fois. Imaginez que vous tentiez de lancer une pièce de monnaie et que vous demandiez quelle sera la prochaine issue de votre lancer. Est-ce que ça sera pile ou face? Le fait de savoir que pile et face ont chacun 50% de chance de sortir ne va pas beaucoup vous aider dans votre prévision. Ça ne va rien vous apporter du tout. Donc à quoi sert une probabilité? Eh bien, deuxième phrase, une probabilité nous dit qu'en fait, idéalement, lorsque l'expérience est conduite plusieurs fois de suite, donc, et même un grand nombre en fait, l'événement A sera réalisé dans 30% des cas. Donc ça, c'est idéalement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous tentez l'expérience 100 fois, vous pouvez vous attendre en théorie à 30% de réussite et 70% d'échec. Donc on voit déjà un petit peu mieux ce que ça signifie, mais il reste le problème du idéalement. Est-ce que c'est ce qui va vraiment se produire? Je reviens à mon exemple de pile ou face. Si vous lancez votre pièce de monnaie 100 fois, est-ce que réellement vous allez avoir 50 piles et 50 faces au bout du jeu? En fait, non, pas forcément, puisque à chaque lancer, il y a une part d'incertitude, d'aléatoire, et donc la probabilité d'avoir obtenu pile 50 piles, si je puis dire, et 50 faces est relativement faible. Il y a beaucoup de situations où vous aurez à peu près autant de piles que de faces, mais pas exactement autant. Donc c'est une valeur espérée centrale, et donc dit ici idéale. Très bien, alors, quelle est la réalité autour de ça? On constate
et on démontre que plus le nombre de répétitions de l'expérience est important, plus la fréquence réelle de réalisation de A, donc la réalité, tend vers sa probabilité théorique. Ceci porte le nom de loi faible des grands nombres. Alors je le dis d'une manière simple ici, en fait on parle plutôt d'une limite mathématique pour la loi des grands nombres, qui dit que la fréquence réelle de réalisation de A, qui est un certain pourcentage, tend vers 30% ici dans notre exemple, si le nombre d'essais petit n tend vers l'infini. Donc plus cette expérience aléatoire sera essayée, et plus la réalité aura tendance à tendre vers la probabilité qui était annoncée au départ. Donc la probabilité, c'est quelque chose qui ne nous dit rien sur un ou deux essais, mais qui est de plus en plus vrai au niveau de ce qui va se passer concrètement si le nombre d'essais est de plus en plus grand. Donc c'est ça qu'il faut retenir dans la notion de probabilité. Et bien entendu, on va se servir de ce genre de résultats, il va y avoir des formules derrière tout ça. Prenons un exemple où justement un événement A a 30% de chances de se produire, et donc son contraire, événement B, aura 70% de chances de se produire. J'aurais pu très bien l'appeler A bar ici. Vous voyez que dans ce petit tableau, j'en profite pour associer également une variable aléatoire, en disant, par exemple, je tente l'expérience, si je tombe sur A, je gagne 10 €, si je tombe sur B, je perds 5 €. Très bien. Alors, intéressons-nous dans un premier temps à la réalisation ou non de l'événement A en essayant plusieurs fois de suite notre expérience. Qu'est-ce qu'on peut obtenir? Eh bien, ce genre de graphique. Là, j'ai fait une simulation sur un peu moins de 140 essais. Donc ça, c'est sur l'axe horizontal. Le nombre d'essais. Donc une simulation du nombre cumulé de réalisation de l'événement A, sachant qu'il a 30% de chances de se produire à chaque fois. La ligne rouge, elle nous montre ce qu'on attendait d'une manière idéale, c'est-à-dire si, essai après essai, le nombre de réalisations de l'événement A était exactement 30% du nombre d'essais. Donc par exemple, au bout de 20 essais, idéalement, j'aurais dû l'obtenir 6 fois, l'événement A. 6 fois, ça représente 30% de 20. Or, dans la réalité, en bleu, ce n'est pas tout à fait ce qui s'est produit. On remarque que dans les 50 premiers essais, on a eu un petit peu de chance vis-à-vis de l'événement A, c'est-à-dire que la réalité est toujours un peu supérieure à ce qu'on attendait en théorie en rouge. Mais à partir du 50e essai, l'événement A se réalisera moins souvent que prévu. Et donc on va revenir croiser la ligne rouge pour voir, en tout cas constater dans cette simulation-là, que la réalité nous donne des réalisations un peu moins nombreuses que ce qu'on attendait. Donc ça en termes de réalisation cumulée. Bref, la réalité peut fluctuer autour de la ligne théoriquement attendue, et c'est tout à fait normal. De même que le nombre de piles obtenues quand je lance une pièce n'est pas continuellement la moitié du nombre d'essais et donc du nombre de lancers. Donc ça c'est très bien, mais qu'est-ce qui se passe si maintenant on réalise un calcul de moyenne? C'est-à-dire, ici, je parle en probabilité, 0,3 pour la probabilité de A. Qu'est-ce qui se passe si je regarde le pourcentage réel de réalisation de A en fonction du nombre d'essais? Ça veut dire que le nombre de réalisations de A cumulé, je vais systématiquement le diviser par le nombre d'essais. Le graphique, il va ressembler à ça. Alors, ces données sont issues de la même simulation que dans le premier graphique. Simplement, à chaque fois que j'avais une valeur sur l'axe vertical, je l'ai divisé par la valeur sur l'axe horizontal. Nombre de réalisations sur nombre d'essais. Et évidemment, je m'aperçois que tout tourne autour de 0,3, c'est-à-dire la probabilité théoriquement attendue, qui était que A se réalise dans 30% des cas. En fait, le pourcentage réel de réalisation de l'événement, il est extrêmement variable pour un petit nombre d'essais. Donc le fait de savoir qu'un événement a 30% de chance de produire, ça ne nous dit pas grand-chose sur ce qui peut se passer au démarrage. Mais par contre, plus on essaye, et plus la fréquence va tendre vers la fréquence théorique de réalisation, c'est-à-dire les fameux 30%.
Donc c'est ce qui est censé illustrer ici, ce qui est écrit juste au-dessus, donc la fameuse loi faible des grands nombres. Et vous pourrez multiplier le nombre d'essais. Vous allez constater que les oscillations autour de la ligne horizontale rouge sont de plus en plus faibles et la réalité va tendre vers cette ligne rouge. Donc le hasard a ses lois. Il n'est pas totalement hasardeux. Alors maintenant, on ne va pas parler forcément seulement de réalisation de A ou de B, mais on va parler de gains cumulés. Donc en associant la variable aléatoire, si je tombe sur A, je gagne 10 €, si je tombe sur B, je perds 5 €. Donc je vais refaire une simulation de à peu près autant d'essais, entre 120 et 140 essais, mais cette fois-ci en comptant les gains ou les pertes cumulées. Voici une réalisation qui est issue de la première réalisation qui avait été faite dans la diapo précédente. Sauf que cette fois-ci, je ne compte pas le nombre de A réalisés et le nombre de B, donc je compte le gain cumulé. Le premier graphique, en bas à droite, me donne le gain cumulé au fil des essais. Donc horizontalement, le nombre d'essais, 50, 100, 150. Verticalement, le gain cumulé. D'abord, je m'aperçois que A s'est produit relativement souvent. Donc j'ai gagné plus souvent 10 € que je n'ai perdu 5 €, et même beaucoup plus souvent. Donc c'est très bien, j'avais un gain cumulé positif. Mais je m'aperçois que au fil du temps et au fil des essais, je me mets vraiment à perdre de l'argent. Donc si je m'arrête par exemple à une centaine d'essais, j'ai à peu près perdu 50 € depuis le début, depuis le moment où j'ai commencé de jouer. Donc c'est pas très encourageant pour poursuivre, puisque je m'aperçois que j'ai quand même une certaine tendance à la baisse. Si je calcule le gain moyen réalisé par partie, ça veut dire que chaque gain cumulé doit être divisé par le nombre de parties à l'instant où on en était au niveau de ce point. Donc par exemple, si je prends une dizaine d'essais, j'en étais à un gain cumulé positif, donc j'en étais par là, un gain moyen. 2 € en moyenne par partie sur 10 essais, ce qui représente une vingtaine d'euros au total. En 10 essais, une vingtaine d'euros, oui, ça représente à peu près ce qu'on peut voir sur le premier graphique. Au bout de 50 essais, je m'aperçois que mes cumuls de gains et de pertes m'ont amené vers 0. Et en moyenne, cette valeur redivisée par 50 m'amène encore plus près de 0. Au bout de 100 essais, la réalité est que j'ai perdu donc à peu près 50 €, ce qui fait moins 50 divisé par 100, à peu près moins 50 centimes par essai en moyenne. Au bout de 100 essais, j'en suis à peu près à moins 0,5 sur ce deuxième graphique. Donc là encore, on va voir le même phénomène apparaître par rapport à la diapo précédente, c'est-à-dire que puisque A doit se produire dans 30% des cas, et B dans 70% des cas, eh bien peut-être que la perte de 5 € va finir par l'emporter sur le gain de 10 € au fur et à mesure des essais. Si vraiment la proportion réelle de A tend vers 30%, et la proportion réelle de B tend vers 70%, j'ai plutôt intérêt à faire des calculs avec mes gains et mes pertes pour savoir ce qui va advenir de mes gains ou de mes pertes cumulées. Alors, c'est là qu'intervient la notion d'espérance. Donc je reviens sur la formule E de x égale somme des PI xi. Qu'est-ce qu'elle va me dire ici? Somme des PI xi, c'est vite calculé sur ce tableau. C'est 0,3 fois 10 plus 0,7 fois moins 5. Résultat, moins 0,5. Tiens, moins 0,5, c'est quelque chose qui me parle sur le deuxième graphique. Oui, le deuxième graphique nous parle de moyenne, de gain moyen. Et E de x est là pour parler d'une moyenne. Ah bah oui, il se trouve que le gain moyen réel en bleu a tendance à venir se coller à la ligne rouge qui est à la hauteur moins 0,5. Ça veut dire quoi? Imaginons que je fasse 100 parties et que je ne regarde pas de simulation, mais uniquement le tableau. Qu'est-ce que je peux espérer au bout de 100 parties? Vu les probabilités, je peux espérer avoir gagné 30 fois 10 €, donc ça me fait plus 300 €, et avoir perdu 70 fois 5 €. Donc ça va me faire moins 350. Plus 300 et moins 350, je m'attends à avoir perdu 50 € en 100 parties.
si je m'en tiens aux probabilités. 50 € en 100 parties, je m'aperçois que ma simulation, elle m'a amené à peu près ici, effectivement. En 100 parties, une perte de 50 €. Mais ça veut dire, en moyenne, moins 0,5 € par partie. Donc l'espérance, elle est là pour nous donner, justement, ce gain moyen vers lequel la réalité va tendre si le nombre d'essais tend vers plus l'infini, mathématiquement parlant, ou dans la pratique, si le nombre d'essais devient très important. Si je me remets à parler en nombre d'euros cumulés, donc en gains cumulés, eh bien, j'ai une ligne ici qui est décroissante et qui me dit c'est moins 0,5 € par partie multiplié par le nombre de parties. C'est-à-dire que j'ai ici en rouge la droite d'équation y égale moins 0,5x. Très bien. Alors, que nous dit maintenant la variance et que nous dit l'écart type, qui sera la racine carrée de la variance, sur tout ça? Bien, la variance, elle porte bien son nom. Elle est là pour nous parler de la variabilité possible de la réalité autour de la ligne théoriquement attendue, que ce soit sur ce graphique ou sur celui-là. Je rappelle donc la formule de la variance, mais après tout, une calculatrice peut vous faire trouver un écart type très rapidement. Donc on a pour l'instant autant de se passer des formules, et surtout on a à savoir ce que signifiera notre écart type à la fin. Alors pour mieux voir un écart type de la réalité possible autour de la moyenne attendue, eh bien, il vaut mieux voir plusieurs simulations les unes par-dessus les autres. Donc voici une première simulation de 137 parties en termes de gains cumulés. Donc verticalement, on compte des euros. Alors on s'aperçoit que dans cette première simulation, on avait eu pas mal de chance. Et puis, on a fini par perdre. Et puis, on va dire que la réalité a rattrapé la chance du départ, on va dire. Et nos gains cumulés se sont mis à redescendre et à passer en dessous de zéro. Bon, une deuxième simulation nous montre quoi? Un petit peu le contraire, c'est-à-dire qu'on a eu plutôt de la malchance au départ, dans les premiers essais, et puis on s'est mis à avoir un peu plus de chance pour la suite. Très bien, troisième simulation. Cette fois-ci, j'ai vraiment pas eu de chance du début à la fin. J'ai une perte cumulée qui est assez importante. Quatrième simulation, j'ai quelque chose de plus mitigé. Cinquième simulation, c'est également mitigé, mais un peu négatif. Donc ici en vert. Alors, si on voit ça, on ne voit pas grand-chose. Mais si on multipliait les simulations, on verrait apparaître une espèce de dessin qui construirait une forme relativement précise autour d'un axe moyen attendu. Alors, sans aller sur de multiples simulations, on va parler de ce qui est attendu. Mais on va mettre en parallèle donc, le graphique des moyennes. Voici l'équivalent de la simulation en bleu, graphique de gauche, en termes de gain moyen. Donc à chaque fois en redivisant toutes les valeurs par leurs abscisses, donc par le nombre d'essais. On s'aperçoit que le gain moyen, il oscille. Il est d'abord très positif, on a de la chance dans cette première simulation, et puis il tend à diminuer jusqu'à malheureusement devenir négatif. Le gain moyen de la deuxième courbe, en orange, va donner quelque chose comme ça. Celui de la troisième courbe, en gris, est franchement négatif, donc on n'avait pas eu de chance du tout, et puis donc on a un gain moyen qui est franchement négatif. Le gain moyen de la quatrième simulation en orange clair, il va venir s'insérer finalement à peu près au milieu des autres gains moyens. Et puis dans la simulation verte, pour terminer, on a quelque chose qui devient assez similaire des simulations concurrentes, entre guillemets, lorsque le nombre de parties augmente. Et là, on voit peut-être mieux une forme se dessiner lorsque on parle de gain moyen. Alors, comment essayer de quantifier la variabilité des possibles autour de quelque chose d'idéalement attendu? Eh bien, par des intervalles de confiance. Donc, il se trouve que si le nombre d'essais est suffisant, on va pouvoir faire confiance, entre guillemets, à des intervalles de confiance, qui eux-mêmes sont construits sur une loi normale, qui va nous dire,
le nombre de simulations possibles dans un cas de figure donné est extrêmement important et on sait très bien calculer le pourcentage de simulations qui vont se trouver cantonnées dans tel intervalle pour telle valeur de x. Dans un autre sens, on sait très bien calculer pour une valeur de x donnée un intervalle dans lequel on sait qu'on trouvera par exemple 95% des simulations. Donc, intervalle de confiance du gain cumulé pour x égale 80, intervalle à 95% de confiance. Et on saura le faire également pour des calculs de moyenne. Entre des calculs de valeur ou des calculs de moyenne, il n'y a pas une grande différence. Alors, à quoi ressemble un intervalle de confiance des valeurs cumulées? Bien, à ça. Vous avez une valeur centrale attendue, qui est le nombre d'essais fois l'espérance. Alors, on sait dans notre exemple qu'on est sur une espérance de moins 0,5. Donc, on s'attend en moyenne à perdre 0,5 centimes fois le nombre d'essais. Si vous essayez 100 fois, la valeur centrale attendue, c'est une perte de 50 €. Donc on est par ici, au bout de 100 fois. Mais le plus intéressant pour nous est le terme qui va venir s'ajouter ou se retrancher à cette valeur moyenne attendue. Ce terme, il est composé de 3 facteurs. Le troisième, c'est l'écart type. Donc c'est l'écart moyen attendu de la réalité autour de la valeur théorique. Mais l'écart moyen qu'on calcule grâce à ces formules, eh bien c'est la variabilité moyenne du gain d'une partie à la suivante. Donc on est sur une partie et pas sur n parties. Comment est-ce que l'écart type de plusieurs gains peut être calculé? Pour des raisons que je ne démontrerai pas ici, ça sortirait du cadre de ce chapitre. Eh bien, c'est proportionnel à la racine carrée du nombre d'essais. C'est-à-dire que si vous multipliez l'écart type d'une partie par la racine carrée du nombre de parties jouées, eh bien vous avez l'écart type de n parties jouées. Alors que vient faire le troisième coefficient ici? Eh bien il est là pour ajuster la largeur future de l'intervalle de confiance par rapport au degré de confiance que vous souhaitez pour votre intervalle. 90%, 95%, 99%. Ce sont des coefficients de loi normale, ces coefficients U qui sont directement dépendants du pourcentage souhaité. Par exemple, si vous voulez 95% de confiance, vous devrez utiliser un coefficient U de 1,96. Valeur directement issue de la loi normale, valeur que je vous conseille de retenir par cœur. Si vous voulez créer un intervalle à 99% de confiance, eh bien vous utiliserez un coefficient U de 2,58. Les deux pourcentages classiquement adoptés pour les intervalles de confiance. Application numérique, je prends intervalle de confiance à 95% et n égale 100 essais, alors je calcule un intervalle qui va me faire ajouter ou retrancher à moins 50, gain moyen attendu, la valeur 1,96 fois 10, la racine carrée de 100, fois 6,874, qui est l'écart type qu'on pouvait obtenir à partir du tableau de départ diapo précédente. Alors, comment obtenir cet écart type? Eh bien, il suffit simplement d'entrer ce tableau en mode statistique dans votre calculatrice et de demander l'écart type en statistique à une variable. Voilà, on aura l'occasion de le voir en exercice, bien entendu. En tout cas, si j'effectue mes calculs, eh bien, avec le signe moins, j'obtiens moins 185, en arrondissant bien sûr, et avec le signe plus, j'obtiens 85. Qu'est-ce que ça veut dire si je reporte ça sur le graphique? Ça veut dire, bon, je me suis placé à n égale 100, hein, donc j'ai un intervalle correspondant à l'abscisse 100, qui va de moins 185 € jusqu'à plus 85 €. Grâce à cette formule et ce résultat, je suis en train d'affirmer que 95% de mes simulations seraient passées ou auraient croisé cet intervalle-là, donc ce segment sur mon graphique, et que 5% de mes simulations auraient été soit au-dessus, au bout de 100 parties, soit en dessous. On a de plus une symétrie dans le calcul d'un intervalle de confiance, donc ça veut dire que précisément 2,5% de mes simulations seraient passées en dessous et 2,5% seraient passées en dessus. Donc ça veut dire que dans 95% des cas, si vous jouez 100 fois à ce jeu, eh bien vous avez un gain
cumulé qui sera compris entre moins 185 € et plus 85 €. On commence à voir l'influence défavorable de notre espérance qui, dès le départ, était négative et qui nous donne une valeur moyenne de l'intervalle à moins 50. Donc je retrace mon axe moyen théoriquement attendu, mon y égale moins 0,5x, pour vous montrer que voilà, on a quand même tendance à suivre cette ligne décroissante. Et si je regarde les seules 5 simulations que j'ai faites, complètement aléatoirement, hein, je me perçois que j'ai des courbes de 5 couleurs différentes qui effectivement ont l'air de suivre cet axe descendant. Mais avoir l'air de, c'est très bien. Calculer un intervalle de confiance, c'est encore mieux. Parce que cet intervalle de confiance, je pouvais le calculer pour n'importe quelle autre valeur de n. Et si je fais ça, j'obtiens toute une batterie d'intervalles qui vont être dessinés par des segments parallèles les uns aux autres, des segments verticaux sur mon graphique. Et ces segments vont me donner une enveloppe qui va ressembler à ça. Les deux lignes pointillées qui viennent d'apparaître. Alors, pourquoi est-ce que ces enveloppes ont cette forme-là? Eh bien, parce que les valeurs maximales et minimales d'un intervalle de confiance dépendent de racine carrée de n, la racine carrée du nombre d'essais. Or, si vous vous souvenez, la courbe de la fonction racine carrée, c'est une parabole. Et donc, effectivement, autour de cette ligne descendante, on a des paraboles qui viennent se greffer ici, une en dessus, une en dessous. Et les paraboles ont une particularité, c'est que leur pente tend vers la pente de leur axe, lorsque l'abscisse tend vers l'infini ici. C'est-à-dire que cette fonction-là, qui a l'air d'être une fonction croissante, va assez vite en fait se mettre à être décroissante et va nous faire plonger nos gains possibles, même en valeur supérieure d'un intervalle de confiance. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant pour le gain moyen? Si je connais une formule d'intervalle de confiance pour le gain total, eh bien il suffit de diviser tout ça par le nombre d'essais, petit n, pour obtenir l'intervalle de confiance du gain moyen. N fois E de x va devenir E de x, et U racine de n sigma de x va devenir U sigma de x sur racine de n. Voilà comment se comportent, en termes d'intervalle de confiance, nos gains moyens probables, ou possibles, ou réels. En reprenant la même application numérique, j'ai évidemment au bout du compte un intervalle de confiance qui représente l'intervalle précédent, mais avec des valeurs divisées par 100, puisque je parle en moyenne sur 100 essais. Ça représente quoi graphiquement? Un segment qui va parcourir cette petite distance-là. Et je m'aperçois que cette fois-ci, plutôt que d'avoir quelque chose qui s'évase autour d'une ligne centrale, j'ai quelque chose qui va se rétrécir autour d'une ligne centrale. Parce que U sigma sur racine de n diminue lorsque n augmente. Donc les gains moyens possibles se resserrent autour de E de x, parce que ce qu'on va rajouter ou retrancher à E de x est quelque chose qui diminue et qui même tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Voilà ce qu'est assez précisément sur le graphique, en pointillé ici, la réalité des divers intervalles de confiance qu'on pourrait calculer avec différentes valeurs de n. Donc ça va tendre vers 0, cette largeur d'intervalle de confiance. Alors ça ne tombe pas très vite vers 0, hein. 1 sur racine de n, c'est pas quelque chose qui décroît très rapidement, mais ça décroît, c'est strictement décroissant. Et donc j'en profite aussi pour dire que U sigma sur racine de n représente la demi-largeur d'un intervalle de confiance. E de x étant la position centrale, et U sigma sur racine de n étant le nombre qu'on ajoute ou qu'on retranche à la position centrale pour former l'intervalle. Alors pour se convaincre un petit peu de ce qui va se passer si on augmente encore le nombre d'essais, si je m'amuse à faire mes calculs pour n égale 10 000 cette fois-ci, qu'est-ce qu'on peut attendre au bout de 10 000 essais? Le premier intervalle va nous faire aboutir à quelque chose de franchement négatif. Dans 95% des cas, vous serez entre moins 6 347 € perdus et moins 3 653 € perdus. Autant dire qu'il y a vraiment très peu de chances de gagner de l'argent au bout de 10 000 parties. Et pour l'intervalle de confiance du gain moyen, eh bien évidemment, les deux valeurs de gauche sont divisées par 10 000 et on va se retrouver avec moins 0,635, moins 0,365.
Donc on est sur deux valeurs négatives très proches l'une de l'autre. Sur le graphique, on va avoir un segment vraiment très petit. Puisque le nombre d'essais a été multiplié par 100 par rapport à l'exemple précédent, la racine carrée de n va nous dire que la largeur de l'intervalle va être divisée par 10, ce qui est déjà pas mal. Donc voilà, on fait des simulations. À partir de là, on s'aperçoit qu'il y a un cadre théorique qui est derrière et qui est capable de nous dire et de nous faire prédire ce qui peut se passer et ce qui va fatalement se passer au bout du compte lorsque le nombre d'essais devient très grand. Autrement dit, si cette histoire de gain de 10 €, perte de 5 €, vous en faites un jeu que vous mettez en ligne et que vous attendez à peu près 10 000 joueurs dans le mois, eh bien, vous êtes à peu près sûr que le jeu sera en votre faveur, parce qu'il y a 95% de chances que vous gagnez entre 3 600 € et 6 300 €, puisque les pertes de vos joueurs vont être entre 3 600 et 6 300 €. D'accord? Et il y a seulement 2,5% de chances pour que votre gain en tant qu'organisateur du jeu soit inférieur à 3 600 €. 2,5% de chance. Et on n'a pas parlé de ce qui se passait si on voulait s'éloigner de 2 écarts types au lieu d'un. Là, on n'est plus sur 95%. On est sur du 99%. Donc, bon, à peu près. Hein. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que le coefficient U, il augmente d'une manière quand même pas très très rapide lorsque le pourcentage, lui, tend de plus en plus près vers 100. Bref, vous prenez un coefficient U de 1,96 si vous voulez 95% de confiance. Si vous voulez atteindre les 99% de confiance, ce qui commence à être très fort, il vous suffit de prendre 2,58 au lieu de 1,96. Ça ne va pas énormément augmenter la taille de l'intervalle de confiance. D'accord? Donc pour déborder beaucoup d'un intervalle de confiance qui est déjà à 95%, on est sur des événements qui sont très très rares. Voilà, mais évidemment, on verra ça beaucoup plus en détail lorsqu'on parlera de loi normale dans le chapitre suivant et qu'on décrira les divers coefficients U qui peuvent intervenir et les divers résultats en probabilité de coefficients de loi normale. Voilà, ce qui était important, c'est de voir le principe et de voir qu'on sait quantifier quand même quelque chose, on sait mesurer le hasard. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous demander un exercice? Premier exercice, on ne va pas parler d'intervalle de confiance, mais simplement de l'appréciation globale. On organise une loterie, 100 billets sont mis en vente, 1 € chacun. Parmi eux, 1 est gagnant à 30 €, 2 le sont à 15 € et 7 le sont à 1 €. Un joueur achète un billet, X est la variable aléatoire représentant son gain. Alors on imagine en fait qu'il s'agit d'une loterie qui est organisée en ligne, qu'en tant que joueur, on a le droit de jouer une fois, mais on imagine qu'un grand nombre de joueurs vont jouer. Et chacun aura les mêmes chances que ses voisins de gagner ou de perdre. Donner la loi de probabilité de X. Bon, si on a une chance sur 100 de tomber sur le billet gagnant à 30 €, qu'est-ce que je veux dire? Oui, on a une chance sur 100 de gagner, alors peut-être pas 30 € parce qu'il faut quand même acheter le billet. Et je pense que j'ai oublié d'écrire que le billet coûtait 1 €. Donc on va dire qu'on gagne en fait 29 € avec 1% de chance. On a ensuite 2 tickets gagnants à 15 €. Donc on a 2% de chance de gagner 14 € puisqu'on a acheté un ticket. On a 7% de chance de ne rien gagner, c'est-à-dire d'avoir un gain de 1 € après avoir dépensé 1 €. Et par contre, pour tout le reste, c'est-à-dire les 90% de chances restantes, on va perdre l'euro qu'on a dépensé pour acheter notre ticket ou pour jouer au jeu. Donc voilà la loi de probabilité. Encore une fois, la loi de probabilité dans des cas très spéciaux comme celui-là, ça n'est pas une loi qui va s'appeler binomiale ou qui va porter un autre nom. C'est juste le fait de décrire les différentes valeurs possibles de gain et leur probabilité. Bien sûr, quand on sera dans un cas particulier, donc quelque chose de très cadré, qui ne correspond pas à cet exercice d'ailleurs, qui s'appellera la loi binomiale, il n'est pas nécessaire de construire le tableau. Le simple fait de dire « on est dans une loi binomiale de tel paramètre » sera suffisant pour donner la loi de probabilité.
Ici, on n'a pas le choix, il nous faut la liste des valeurs. Donc maintenant, on l'a. Si on joue souvent à cette loterie, ou si on est en ligne et que beaucoup de joueurs jouent, peut-on espérer de gagner à long terme? C'est-à-dire, en termes d'organisateur sur Internet, l'organisateur peut-il espérer être gagnant? Alors, est-ce que ici, le joueur, vu l'espérance, enfin vu les probabilités, peut espérer être gagnant? Je calcule l'espérance, tout simplement, qui me dit somme des pays XI. Donc 0,01 fois 29, plus 0,02 fois 14, plus 0,07 fois 0, plus 0,9 fois moins 1, moins 0,33. Si vous n'êtes pas tout à fait sûr de votre calcul ou de l'interprétation à donner de l'espérance, rien ne vous empêche d'imaginer que vous jouez 100 fois à ce jeu. Si vous jouez 100 fois à ce jeu, eh bien, vu les probabilités, vous pouvez vous attendre à gagner une fois 29 euros, deux fois 14 euros, 7 fois rien du tout, et 90 fois vous perdrez 1 euro. Ça, c'est en suivant les probabilités. Mais si vous faites le bilan, vous allez tomber sur une perte de 33 euros en jouant 100 fois. Et c'est ce que l'espérance nous dit. C'est en moyenne une perte de 33 centimes par partie. Voilà, donc l'explication, je l'affiche ici, comme ça vous pourrez la lire également, hein, mais je raisonnais sur 1000 parties. Sur 1000 parties, on va s'attendre à gagner 10 fois 29 euros, bon, et ainsi de suite. On ne peut donc pas espérer être gagnant à long terme, même si évidemment le hasard joue un rôle. Le hasard joue un rôle d'autant plus fort que le nombre de parties est faible, mais si vous jouez vraiment très très souvent à ce jeu, eh bien les intervalles de confiance que j'ai montrés tout à l'heure vous conduiront fatalement à un gain moyen qui va se rapprocher de moins 0,33. Vous finirez par être perdant à long terme. Deuxième exemple, je reprends l'exemple précédent et je vais un peu plus loin avec l'espérance, écart type, et maintenant on va parler d'intervalle de confiance. Donc calculer l'espérance et l'écart type dans le cadre de l'exercice 31. Donc l'espérance, on l'avait calculé pour notre question, et l'écart type, il est issu de ce que peut donner directement la calculatrice. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail du calcul. 3,622 euros. Alors, ça veut dire quoi 3,622 euros? Je rappelle la définition de ce sigma de x, c'est la variabilité moyenne de votre gain d'une partie à la suivante. C'est-à-dire qu'une fois, vous allez gagner 14 euros, la fois suivante, vous allez perdre 1 euro, la fois d'après, vous allez rien gagner du tout, la fois suivante, vous allez retomber sur une perte d'1 euro, et puis de temps en temps, vous allez gagner 29 euros. Et donc, à chaque fois, d'une partie à la suivante, votre gain varie, ou pas d'ailleurs. Quelle est la variation moyenne de votre gain par partie sur un grand nombre de parties? 3,622 euros. Voilà. Très bien. Bon, ça c'est bien de le savoir, mais ce qui est bien, c'est de savoir utiliser sigma de x dans un intervalle de confiance. Donc sur n parties, pour n suffisamment élevé, le gain moyen obtenu est une variable distribuée normalement, centrée sur moins 0,33 avec un écart type de 3,622 sur racine de n. Donc là, on est en train de décrire ce qui nous sert à construire des intervalles de confiance, hein, vus précédemment. Donc par exemple, sur 10 000 parties, la racine carrée de 10 000 vaut 100. J'ai un écart type du gain moyen attendu de 3,622 euros divisé par 100, ce qui me fait 3,6 centimes environ. Donc ça veut dire que mon gain moyen probable, hein, en tout cas le gain moyen espéré autour de moins 0,33, mais un peu plus réel, bah, il est censé osciller en moyenne de 3,6 centimes autour de moins 0,33. Autant dire qu'on est dans les négatifs quand même. D'accord? Donc ça veut dire que si, d'une manière brute, j'ajoute et je retranche cet écart type-là à moins 0,33, eh bien j'ai moins 0,366 et moins 0,294. Bon. Donc il y a des chances que on ait perdu entre 2 940 euros et 3 660 euros. Et j'affirme en début de phrase, il y a 68,3% de chances. Ah oui, ce que je n'ai pas expliqué, c'est que je faisais intervenir précédemment dans mon intervalle de confiance à 95% un coefficient U de 1,96. Ce coefficient, je ne l'ai pas utilisé ici, dans mon calcul. C'est-à-dire que j'ai fait comme si j'avais un coefficient U égal à 1. Eh bien, un coefficient U égal à 1 correspond à un intervalle de confiance à 68,3%. Si on veut monter cette confiance à 95%, alors il faut transformer ce 1 en 1,96. Donc ça va évidemment changer les valeurs finales de cette phrase. Mais je vais l'écrire en dessous. J'utilise maintenant 2 au lieu de 1,96.
Donc si j'utilise un coefficient 2, j'ai pas tout à fait 95% de confiance, j'ai 95,4%. Si j'avais utilisé 1,96, j'aurais eu 95%, bon, etc. À chaque valeur du coefficient, j'ai un degré de confiance. Je m'aperçois ici que, avec 2 fois mon écart type de 3,6 centimes, j'oscille entre moins 0,402 € et moins 0,258 € de gain moyen attendu en tant que joueur. Donc c'est quand même une perte. Et il y a 95,4% de chances que je me trouve là, au bout de 10 000 parties. Donc il y a 95,4% de chances que l'organisateur du jeu, au bout de 10 000 parties, gagne entre 10 000 fois 0,258 et 10 000 fois 0,402, c'est-à-dire entre 2 580 € et 4 020 €. Ce qui est déjà pas mal. Voilà, donc on peut interpréter, si vous voulez, en ayant bien en tête cette notion d'intervalle de confiance, du gain moyen, c'est pas mal de parler de gain moyen, on va dire, hein, puisque ça permet de bien observer un resserrement autour de l'espérance, de ce moins 0,33. Plus n va augmenter et plus on aura tendance à se rapprocher de moins 0,33 dans la réalité. Et puis à bien faire jouer et savoir faire jouer un coefficient U qu'on vient greffer sur le sigma sur racine de n pour moduler le degré de confiance de notre intervalle, c'est-à-dire les chances que vous avez de vous trouver dans telle fourchette au bout de tel nombre de parties. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve bien évidemment pour une séance d'explication et d'exercice sur les commentaires YouTube de la vidéo correspondante, mais également sur Skype pour ceux qui pourront parler avec moi de tout ça en direct.